Bonjour. L'actualité du CMV en 2019, c'est la récente parution en 2018 dans l'American Journal of Transplantation de la conférence de consensus de The Transplantation Society. Et donc ce cours consacré à l'infection ACMV chez le transplanté d'organes solides va être consacré essentiellement à reprendre ces différentes recommandations. Alors un petit rappel virologique, comme vous le savez, le cytomégalovirus appartient à la famille des bêta-herpès virus. C'est un virus enveloppé, un gros virus de 235 kilobases qui va coder pour 165 gènes. Les 3/4 de ces gènes vont être consacrés à échapper au système immunitaire et seulement 1/4 du génome viral est consacré à la réplication virale. Donc dans ce cours, en fait, on va voir 4 parties. On va voir une première partie concernant les aspects cliniques et les définitions, une deuxième partie importante qui concerne les stratégies préventives contre l'infection. La troisième partie sera le traitement curatif et enfin on dira un mot sur les résistances. En ce qui concerne la définition de l'infection ACMV, antérieurement, elle était réalisée par l'antigénémie PP65 qui était détectée au niveau des cellules mononucléides du sang périphérique. Mais comme vous le savez, cette technique qui était consommatrice de temps a été remplacée par une technique de PCR qui peut être faite au niveau du plasma, du sérum, au niveau du sang total ou des PBMC. Alors le fait d'utiliser une QNAT, c'est-à-dire un Quantitative Acid Nucleic Testing, ça permet, en utilisant un standard international de l'OMS, d'avoir une comparabilité entre différents laboratoires et donc votre laboratoire de virologie doit vous reporter les résultats en unités internationales par litre et on doit plutôt parler d'ADNémie que de virémie. Il y a des techniques maintenant qui sont très sensibles pour détecter une QNAT CMV à moins de 200 unités internationales par litre. En ce qui concerne les variations de charge virale qui sont significatives sur le plan clinique, on va considérer qu'il faut qu'elles soient 3 fois supérieures à la charge initiale, ou bien pour de faibles charges virales, on va considérer qu'il faut qu'elles soient 5 fois la charge initiale. Enfin, on peut se rappeler que dans le sang total, c'est plus sensible que dans le plasma. Ensuite, il faut définir ce qu'est une infection et ce qu'est une maladie. Alors, une infection ACMV, en fait, c'est la détection du virus par ADNémie ou antigénémie, indépendamment des symptômes. En ce qui concerne la maladie ACMV, en fait, elle va se décliner soit en syndrome viral, qui est une forme mineure, soit en maladie invasive. Alors, le syndrome viral, il y a une définition très précise, mais en gros, c'est la détection du virus soit par antigénémie, soit par ADNémie, avec au moins des signes suivants, de la fièvre, une fatigue ou un malaise, quelque chose d'assez général, associé à des signes hématologiques tels que leucopénie, neutropénie, des lymphocytes atypiques, une thrombopénie et puis une atteinte hépatique avec une invasion des transaminases. En ce qui concerne la maladie invasive, là aussi les définitions sont précises. On va parler de maladie invasive prouvée en présence évidemment de signes cliniques appropriés, plus la détection du virus, soit sous la forme d'un effet cytopathogène, soit en immunohistochimie, et ces 2 dernières formes constituent un gold standard. On peut également détecter le virus en hybridation in situ ou beaucoup plus rarement par une culture virale. On va parler de maladies ACMV possibles, en présence également des signes cliniques appropriés et d'une forte charge virale qui va être détectée au niveau des tissus. Enfin, les ophtalmos ont une définition un peu particulière de la rétinite ACMV. Ça correspond en fait à des signes cliniques très évocateurs de l'infection ACMV, indépendamment de la présence du virus au niveau des échantillons considérés. Donc comme vous le savez, le virus peut atteindre de multiples organes, la rétine, on en a parlé, l'encéphale, les poumons, le pancréas, la colite, qui est une atteinte très fréquente, le foie, également très fréquent, et puis même la vésicule biliaire. C'est ce que montre cette diapositive, avec sur le panel de gauche, vous pouvez voir un effet cytopathogène, et puis sur le panel de droite, vous pouvez voir la mise en évidence en immunohistochimie de l'antigénémie PP65 au niveau du tissu vésiculaire. Alors, quels sont les facteurs de risque de maladie ACMV? On va retrouver un petit peu toujours les mêmes. Ces facteurs de risque concernent le sérostatut entre le donneur et le receveur, le statut donneur positif, receveur négatif, des plus R- étant le risque le plus associé. Ça va concerner aussi le type de transplanté. Les transplantés pulmonaires sont beaucoup plus sujets à faire des infections ACMV que les autres transplantés.
Et puis la charge immunosuppressive et notamment le fait d'utiliser des globulines antilymphocytaires par rapport à une induction par basiliximab, et notamment chez les patients R+. Le fait de faire un rejet et surtout le traitement immunosuppresseur associé à ces rejets est également un facteur de survenue de maladie. On va considérer là aussi une maladie primitive, c'est la première détection du virus, et puis une maladie qui va récidiver, c'est une nouvelle infection à CMV qui va être prouvée et qui va intervenir après un intervalle au moins de 4 semaines après la première infection, 4 semaines pendant lesquelles on aura exercé une surveillance active du virus. Quelle est l'incidence de ces récidives? L'incidence de l'adénémie à CMV va concerner 30% des patients qui ont fait soit une maladie, soit une adénémie, et l'incidence de la récidive de la maladie va concerner 15% des patients qui ont fait une maladie antérieurement. Les facteurs de risque de récidive, on va retrouver un petit peu toujours les mêmes, c'est-à-dire le statut des plus R-, le transplanté pulmonaire, auquel on va associer une importante charge virale, et puis un échec de traitement, c'est-à-dire l'incapacité d'arriver à éradiquer le virus après 21 jours de traitement. Ça sont des données de l'étude Victor que l'on verra un peu plus tard. Enfin, la cinétique de la charge virale est également un facteur de risque de récidive. Par exemple, le fait de ne la réduire que de moitié après 3 jours de traitement actif est un facteur de récidive. Enfin, le contexte immunologique est également important. Il a été démontré que la lymphopénie était un facteur de récidive. Deuxième partie, quelles sont les stratégies de prévention de cette infection à CMV chez le transplanté d'organes? Comme vous le savez, il y a 4 grandes stratégies. La prophylaxie universelle qui est très largement utilisée, à laquelle s'oppose la stratégie préemptive. Et puis on dira un mot sur 2 autres types de stratégies, la surveillance après prophylaxie ou l'approche hybride, et l'utilisation de la modulation de traitement immunosuppresseur en utilisant les inhibiteurs de mTOR. Alors la stratégie, la prophylaxie universelle, eh bien, ça consiste en fait à donner un traitement préventif, en général par valganciclovir, pendant 3 mois ou 6 mois en fonction du statut, 6 mois chez les D+, R-, 3 mois chez les R+, et de ne pas surveiller pendant toute cette période de prophylaxie la charge virale. En revanche, la stratégie préemptive, cela consiste donc à faire une surveillance par PCR tout d'abord hebdomadaire de J0 à M3, puis une fois par mois de M3 à M12 de la charge virale et de traiter si on détecte une charge virale positive. Les inconvénients de cette stratégie concernent sa logistique qui est beaucoup plus lourde, le fait qu'il faut surveiller l'apparition des résultats, initier rapidement un traitement et que actuellement il n'y a pas de seuil universellement accepté pour débuter ce traitement. Alors, les principaux inconvénients de ces 2 stratégies, c'est pour la prophylaxie universelle, la survenue d'une maladie tardive à la fin de la période de traitement préventif, et puis pour la stratégie préemptive, c'est la survenue d'une infection précoce. Alors, il y a eu plusieurs essais randomisés qui ont comparé de façon frontale prophylaxie universelle et traitement préemptif. 4 essais randomisés et 2 essais également randomisés qui ont comparé 2 types de traitements prophylactiques. Enfin, il y a eu un certain nombre de cohortes rétrospectives. Alors, on ne va pas passer une par une toutes ces études, mais on va faire une synthèse des principales d'entre elles. Donc, ces différents essais ont été repris dans cette diapositive de synthèse, où l'on peut voir qu'en l'absence de traitement, on observe le plus haut taux d'infection, qui est souvent une maladie chez les D+, R-, 68%, alors que chez les R+, on est entre 50 et 60%. En présence d'une prophylaxie universelle, chez les D+, R-, lorsqu'elle dure 3 mois, on a 51% d'infection et 37% de maladie. Si elle est plus longue, si elle dure 6 mois, chez les D+, R-, on a alors 37% d'infection, mais quand même 16% des patients qui vont faire, après 6 mois de traitement préventif, une maladie. Quand on regarde les R+, eh bien, au bout de 3 mois de traitement prophylactique, on va avoir entre 23 et 25% d'infection et le taux de maladie sera très faible, entre 2 et 3%. Enfin, quand on compare cette prophylaxie universelle avec un traitement préemptif, on va considérer que le taux d'infection en traitement préemptif est de 68%, comme attendu,
mais qu'en revanche, le taux de maladie chez les D+R- va être de 20%, et finalement, 20% assez comparable aux 6 mois obtenus avec la prophylaxie universelle. En revanche, le taux d'infection chez les R+, sera de 50 à 60%, alors que le taux de maladie sera faible. On a comparé un petit peu le profil clinique de l'infection tardive, qui est le lot d'une prophylaxie universelle, par rapport à une infection précoce. Et on s'est rendu compte dans cette étude qui a été réalisée à Bordeaux que chez les patients qui présentaient une infection précoce, eh bien, la maladie s'exprimait de façon un peu plus sévère, avec un pic de charge virale plus important, avec une durée du traitement qui doit être plus importante pour obtenir l'éradication du virus, avec un risque de récidive de la déanémie et de la maladie plus important quand il s'agit d'une infection précoce, et un risque de voir survenir une résistance qui est également plus important. Troisième stratégie, c'est la surveillance après prophylaxie ou bien l'approche hybride. Alors, cette approche consiste en fait à donner par exemple 6 mois de traitement préventif par valganciclovir et puis à surveiller par PCR le virus de façon hebdomadaire par exemple. En conclusion, en fait, il n'y a aucun essai actuel randomisé qui permette de favoriser l'utilisation de cette technique. Ça doit être un petit peu du coup par coup en fonction du risque du patient de faire une récidive de maladie. Et si on l'a fait, ça doit être fait de façon hebdomadaire pendant 8 à 12 semaines. Donc si on revient sur les recommandations qui ont été émises par la conférence de consensus 2018, finalement elles sont assez peu différentes de celles de 2013, en tout cas en ce qui concerne le rein. Chez les D+R-, on va considérer que les deux types de stratégies sont comparables. Vous pouvez faire soit 6 mois de prophylaxie universelle par valganciclovir, ou bien un traitement préemptif. Et chez les R+, là aussi, vous avez le choix entre 3 mois de prophylaxie universelle ou bien une stratégie préemptive. Donc je passe sur les autres organes solides que vous pourrez regarder tranquillement. Alors, quelle est la place des immunoglobulines anti-CMV? Pour le moment, elles ne sont pas généralement recommandées, en tout cas seules, mais plutôt en association avec des traitements antiviraux. Enfin, le quatrième point sur la prévention, c'est la modulation du traitement immunosuppresseur du patient en introduisant dans son traitement, à la place de l'acide mycophénolique, un inhibiteur de mTOR. La principale étude qui a suggéré cette stratégie, c'est une étude brésilienne. Cette étude brésilienne qui a inclus 300 patients, qui est une étude monocentrique, qui est un essai clinique randomisé, qui en fait a comparé 3 groupes de traitement. Un premier groupe de traitement où le patient avait un traitement avec une induction par basiliximab, des CNI et de l'acide mycophénolique. Un deuxième groupe de traitement où ils avaient une induction par basiliximab, mais où on avait remplacé l'acide mycophénolique par de l'évrolimus. Et puis un troisième groupe de patients qui avaient une globuline anti-lymphocytaire, de l'évrolimus et un CNI. Et comme vous pouvez le voir, dans le groupe contrôle, eh bien, le taux d'infection à CMV est beaucoup plus important que dans les deux groupes comportant de l'évrolimus. Un des reproches qui a été fait à cette étude, c'est que la mesure de l'infection à CMV était réalisée par l'antigénémie PP65. Et donc, les auteurs ont repris dans une étude post-hoc leurs résultats en utilisant la PCR CMV. Et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, ce qui est intéressant à constater, c'est que le pourcentage de patients qui ont été induits avec des globulines antilymphocytaires et traités par everolimus ont un taux d'infection à CMV un peu plus important pendant en gros les 2 premiers mois de traitement, et puis ensuite ils reviennent au niveau du groupe qui a reçu une induction par basiliximab ou everolimus, alors que le groupe contrôle continue à avoir un taux d'infection plus important. À ce jour, le mécanisme de l'effet des inhibiteurs de mTOR sur l'infection à CMV n'est pas clairement démontré. Alors qu'est-ce qu'il en est des D+R-, puisque en fait toutes ces études concernaient principalement des R+. Pour l'instant, avec les D+R-, les choses sont beaucoup moins claires. Une seule étude rétrospective concernant 2 centres a montré qu'il n'y avait pas d'effet des D+R-. Donc ce qui fait que les hypothèses que l'on peut faire par rapport à un effet des inhibiteurs de mTOR peut être certes peut-être un effet antiviral, mais peut-être également un effet de renforcement
de l'aspect fonctionnel de la réponse immune anti-CMV. Enfin, la plupart, une vingtaine de ces études, soit prospectives, soit rétrospectives, ont été reprises dans une méta-analyse récente. Donc voici la synthèse et qui montre qu'il y a un effet favorable de protection par l'évrolimus de l'infection à CMV, que les patients aient des CNI à forte dose ou bien des CNI à plus faible dose. Troisième partie, c'est l'aspect du traitement curatif. La problématique de ce traitement, c'est quel engin antiviral, ganciclovir IV ou valganciclovir péros, sa dose, la durée du traitement, comment prendre en charge l'immunosuppression, comment prendre en charge les effets secondaires, notamment les effets secondaires hématologiques, et puis faut-il faire une prophylaxie secondaire après ce traitement curatif. Alors un petit point de physiopathologie sur cette courbe qui montre que le CMV est un virus à réplication rapide et que notamment le taux de doublement du virus est chez les DPUCR- de 1,54 jours alors qu'il est 2,67 jours chez les patients R+. Donc en fonction de la sensibilité, du seuil de sensibilité de votre PCR, si vous faites votre mesure ici, vous êtes en dessous du seuil et vous ne détectez pas le virus. Et si vous faites la deuxième mesure ici, vous êtes en pleine phase exponentielle de réplication virale et ça peut être déjà un peu tard pour commencer le traitement. Les principales thérapies qui ont été utilisées, c'est le valganciclovir sous sa forme orale. Ce valganciclovir doit subir une première phosphorylation par une kinase virale qui s'appelle UL97, puis deux autres phosphorylations par la cellule hôte. Et en fait, c'est sous sa forme triphosphorylée que le ganciclovir est efficace sur l'ADN polymérase. Et puis à côté du ganciclovir, vous avez deux autres antiviraux disponibles, le foscavir et le cidofovir, qui agissent directement sur l'ADN polymérase. Alors il y a une étude importante dans la littérature du CMV, c'est l'étude Victor qui en fait a comparé le ganciclovir IV par rapport au valganciclovir péros. Et les patients qui étaient transplantés d'organes solides ont été traités pendant 3 semaines avec un traitement curatif et puis ensuite ils ont eu 4 semaines de prophylaxie secondaire. Dans cet essai, il a été montré qu'il y avait une non-infériorité entre du ganciclovir IV, qui était le standard de traitement à l'époque, par rapport au valganciclovir oral. Alors, quelles sont les limites de l'étude Victor et de l'utilisation du valganciclovir? C'est que la plupart des patients de Victor étaient des patients transplantés rénaux, il n'y avait que des adultes, les maladies en général étaient peu sévères et la charge virale était plus importante chez les patients qui avaient été traités par valganciclovir que chez les patients traités par ganciclovir IV. Bon, en conclusion, en fait, valganciclovir est recommandé chez les patients qui ont une infection légère à modérée et qui tolèrent bien le traitement et qui sont adhérents à un traitement oral, alors que le ganciclovir IV est plutôt recommandé chez les patients qui ont une infection menaçant le pronostic vital. En ce qui concerne la dose de valganciclovir, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'il faut absolument éviter de sous-doser les patients. Et effectivement, une réduction de la dose des antiviraux, notamment à 21 jours, en l'absence d'éradication du virus, est un facteur de survenue de résistance. La deuxième chose, c'est qu'il faut se souvenir de bien adapter la posologie du valganciclovir en fonction de la fonction rénale en utilisant la formule de Cockcroft et Go. En ce qui concerne la durée de traitement, ce qui est recommandé, c'est de surveiller pendant la durée du traitement de façon hebdomadaire la charge virale et en fait d'arrêter le traitement quand on a éradiqué la charge virale. Alors que signifie éradiquer la charge virale? Ça dépend en fait de test que vous allez utiliser. Si vous utilisez un test ultrasensible, vous pouvez considérer que vous avez éradiqué le virus si vous avez un résultat en dessous de votre seuil de quantification. Par exemple, un résultat que le virologue va vous rendre en positif faible. Si vous utilisez un test qui est moins sensible, à ce moment-là, la recommandation, c'est d'arrêter le traitement après 2 PCR négatives. Que faire avec le traitement immunosuppresseur? Il faut le réduire, notamment le réduire dans le cas d'une maladie sévère avec des charges virales importantes, si votre patient est cytopénique ou s'il répond de façon inadaptée. Comment? Là, ça devient plus difficile. Il n'y a pas d'essais randomisés qui permettent de répondre à cette question.
probablement la stratégie la plus efficace, c'est de réduire la dose d'anticalcinerie. Comment manager la leucopénie, qui est un des effets secondaires les plus fréquents? En tout cas, il ne faut pas changer la dose de valganciclovir, mais il faut d'abord épuiser les possibilités en utilisant des facteurs qui vont stimuler la croissance des globules blancs et des lymphocytes, et puis surtout arrêter tous les traitements myélosuppresseurs. Chez un patient qui est vraiment intolérant au valganciclovir, à ce moment-là, le traitement antiviral de deuxième intention, c'est le foscavir. Faut-il faire une prophylaxie secondaire et après avoir traité le patient de façon curative? Eh bien, les dernières recommandations considèrent que la prophylaxie secondaire n'est pas recommandée puisque le taux d'incidence est identique avec ou sans prophylaxie secondaire. C'est ce qui est démontré en fait dans ce papier récent de Gardiner où on montre que la prophylaxie secondaire en fait, ne fait que différer le risque de récidive. Quatrième et dernier point, ça va concerner les résistances aux antiviraux. Donc je reprends le schéma initial simplement pour vous montrer que les deux gènes viraux qui sont impliqués dans les résistances aux antiviraux, c'est cette kinase du L97 et puis l'ADN polymérase UL54. Et que la résistance est un mécanisme génétique, une mutation qui va survenir au niveau de ces gènes. Les principales résistances qui ont été décrites concernent la kinase UL97, beaucoup plus rarement UL54, et on peut avoir des résistances combinées, ce qui fait que le taux ne fait pas 100%. L'incidence des résistances antiviraux dans cette étude déjà un petit peu ancienne, qui était une étude rétrospective française, montrait qu'en transplantation rénale, on était aux alentours de 8%. Dans l'étude Victor, le taux de résistance était aux alentours de 4%. Et donc il faut retenir qu'on est entre 8 à 5% de résistance, mais comme vous le voyez, chez les transplantés pulmonaires, le taux de survenue de résistance aux antiviraux est beaucoup plus important. Ça concernait entre 15 et 25% des patients. Quels sont les facteurs de risque de survenue d'une résistance? Là, encore une fois, c'est le patient qui est naïf vis-à-vis du CMV, le D+R-, et qui a eu un fort traitement immunosuppresseur, le fait que ce patient ait eu une forte charge virale, et puis l'échec du traitement, un patient qui va continuer à répliquer alors qu'il est traité. C'est également une exposition à un traitement antiviral prolongé, ou bien un problème d'absorption de ce traitement antiviral. Quel est l'impact clinique de la survenue d'une résistance? Ça peut aller de quelque chose de totalement asymptomatique à des manifestations extrêmement sévères qui peuvent compromettre l'organe greffé et la vie du patient. En transplantation rénale, la survenue d'une résistance est plutôt associée avec une perte de greffon, avec une augmentation de la morbidité, notamment des infections opportunistes, voire même au décès du patient. Alors, le diagnostic d'une résistance aux antiviraux est assez précise. Cette résistance doit être suspectée chez un patient chez lequel on a un échec du traitement après au moins 2 semaines de traitement antiviral, alors que ce patient a été exposé à un traitement antiviral pendant au moins 6 semaines, ou bien c'est l'apparition d'une adénémie CMV durant la prophylaxie secondaire. Là, on est dans la suspicion. Pour la démontrer, cette résistance, il va falloir amplifier et séquencer l'ADN viral et il va donc falloir fournir au virologue un prélèvement où la charge virale est importante parce qu'il peut y avoir des faux négatifs ou bien des faux positifs. Et pour terminer, quel est actuellement l'algorithme proposé pour gérer ces résistances selon l'avis des experts internationaux? Eh bien, quand vous suspectez une résistance chez un patient qui a été exposé pendant au moins 6 semaines à du ganciclovir et qui est en échec d'éradication après 2 semaines de traitement bien conduit, la première chose, c'est de diminuer le traitement immunosuppresseur. Et puis, si votre patient est sévère à ce moment-là, vous allez immédiatement switcher vers du foscavir. Sinon, vous pouvez doubler la dose de ganciclovir. Et dans le même temps, il va falloir que vous fassiez le génotypage de votre virus. Une fois obtenu le génotypage de votre virus, soit vous n'avez pas détecté de mutation, et alors là, vous allez continuer avec une pleine dose de ganciclovir,
et puis ne pas hésiter à retester le génotype du virus. Soit vous avez une mutation de UL97, simplement. À ce moment-là, le virologue doit vous indiquer si cette mutation est une mutation connue de haut grade pour le ganciclovir, et si c'est une résistance de bas grade, vous pouvez continuer avec du ganciclovir à forte dose, ou bien vous pouvez passer directement avec du foscavir. Si la mutation concerne UL54, la polymérase virale, plus ou moins UL97, le virologue doit vous indiquer s'il s'agit d'une mutation qui est connue pour donner une résistance au foscavir. Si cette mutation n'est pas connue pour donner une résistance au foscavir, vous pouvez utiliser le foscavir. En revanche, si vous avez une résistance qui est connue pour avoir une résistance au foscavir, à ce moment-là, vous pouvez passer au cidofovir. Si vous avez une résistance également au cidofovir, la situation devient très compliquée et vous pouvez éventuellement utiliser l'association de foscavir et du ganciclovir à forte dose. Alors, en bibliographie, je vous indiquerai simplement la 3e conférence de consensus sur le management de l'infection à CMV. Et en conclusion, je vous invite à déposer de nombreux abstracts sur le CMV à la prochaine Société francophone de transplantation qui a lieu à Bordeaux le 4 et le 6 décembre 2019.